Parfait. Donc, c'est une conférence qui est en anglais, mais je crois que ça ne heurtera personne. Vous verrez que les termes utilisés et employés sont extrêmement simples. Et j'ai préféré réorienter le sujet, pas vraiment sur le fond, mais juste sur la forme, pour dire que le traitement et la prise en charge des fractures de l'humérus proximal, euh, dans les possibilités que l'on a, eh bien, elles partent d'une simple ostéosynthèse directe, comme on le ferait pour beaucoup de fractures que l'on a aujourd'hui, jusqu'à la prothèse totale d'épaule inversée. Et finalement, en fonction de tout ce que l'on a, de certain nombre de paramètres, on va pouvoir essayer d'organiser un petit peu les choses pour faire le choix du type de traitement que l'on a le plus approprié pour les patients que l'on a à prendre en charge. Alors, je reviendrai très rapidement sur le fait qu'en effet, les fractures de l'humérus proximal sont extrêmement fréquentes et vont le devenir de plus en plus. Vous voyez que déjà, par rapport à cette étude épidémiologique, eh bien, elles arrivent maintenant parmi les plus fréquentes des fractures, mais si l'on fait un focus encore plus sur l'âge des patients, eh bien, on s'aperçoit qu'elles arrivent désormais au troisième rang, juste après les fractures du poignet. Et évidemment, le caractère ostéoporotique de nos patients âgés fait que ces fractures sont de plus en plus fréquentes et vont être de plus en plus rencontrées. Les registres du nord de l'Europe confirment cette tendance et regardez bien cette croissance exponentielle qui, en 2030, va atteindre des sommets et probablement au-delà après. Donc, il faut maîtriser la fracture de l'humérus proximal comme l'on maîtrise aujourd'hui quasiment parfaitement la fracture du fémur proximal. Elle suit la même évolution. En fait, face à ces fractures, on a trois possibilités de traiter. On a le traitement non chirurgical, conservateur, dit orthopédique. On a la possibilité de fixer la fracture, comme on le ferait pour un autre type de fracture. Et puis, on a la possibilité extrême de réaliser un remplacement prothétique sous toutes ses formes. Bien évidemment, tout ça est soumis à l'expérience du chirurgien, mais au-delà de cela, il y a face à ces trois stratégies la possibilité d'avoir trois types de complications que l'on connaît tous. On parle toujours de l'ostéonécrose de la tête humérale, puisque en fait, cela découle de la philosophie de l'ostéonécrose du fémur proximal. Et c'était bien sûr logique d'y penser pour l'humérus proximal, mais en réalité, l'ostéoporose, à mon avis, est beaucoup plus, l'ennemi est un ennemi bien plus important que l'ostéonécrose. Restent également les cas de malunion ou non-union, c'est-à-dire de calvicieux ou de pseudarthrose de l'humérus proximal. Face à ces trois ennemis, il y a trois erreurs stratégiques que l'on peut commettre en fonction des trois types de trois approches différentes. Je dirais le patient, la fracture lui-même, en elle-même, pardon, le patient lui-même, la fracture en elle-même ou la technique opératoire réalisée. Point. Donc le patient. On a deux types de patients en réalité. Vous avez deux groupes de patients, soit les patients jeunes, soit les patients âgés. Et en fait, la pathologie qui en découle est totalement différente. Il y a des patients jeunes qui sont souvent soumis à des énergies traumatiques importantes, avec un os de bonne qualité et qui sont capables de suivre un programme de rééducation un peu spécifique. Il y a les patients âgés qui, eux, sont souvent soumis à des fractures selon un traumatisme mineur, avec un os classiquement ostéoporotique et qui, bien évidemment, vont moins bien répondre aux soins de rééducation que l'on va leur proposer. Donc, patients âgés, patients jeunes et indirectement, la qualité osseuse va être impactée par l'âge du patient. Ce n'est pas aujourd'hui un élément rédhibitoire que de se limiter à l'âge du patient quant à l'indication opératoire, puisque l'on sait maintenant aujourd'hui qu'on peut avoir un patient âgé avec une bonne qualité osseuse, mais néanmoins, c'est un bon marqueur de la qualité osseuse que l'on peut suspecter lorsqu'on a une fracture de l'humérus proximal. Et donc, évidemment, qualité osseuse égale compliance et indirectement compliance de la rééducation. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont intriqués les uns aux autres. L'âge du patient va donc être un facteur fondamental
de l'orientation stratégique de la prise en charge de nos patients. Mais faites attention, car là encore, on peut s'égarer dans l'évaluation du traitement lorsque l'on considère l'âge uniquement comme étant le facteur d'orientation stratégique. Et l'on a aujourd'hui des patients d'excellente qualité, qui ont une excellente qualité de vie, avec finalement un os d'assez bonne qualité, malgré leur âge avancé. La deuxième le deuxième élément à prendre en compte, c'est le type de fracture. Alors, tout le monde connaît la classification de NIR, car effectivement, l'une des stratégies est avant tout d'évaluer le type de fracture qui nous fait face. Et donc, à partir de là, on va se baser sur des classifications. La classification de NIR est probablement la plus connue, c'est celle d'ailleurs qui est rapportée dans la plupart des ouvrages et des articles de la littérature. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'elle est issue des principes de Codman. Et vous voyez à droite les schémas de Codman que l'on retrouve encore dans son ouvrage. Et l'on voit en fait indirectement les 4 fragments de NIR, en tout cas que NIR a décrit, qui directement ou indirectement, on ne sait pas dans quel sens ça a été réalisé, mais Codman était précurseur, en tout cas, de la classification de NIR. Le principe, c'est effectivement de séparer en différentes parties, en différents fragments, les fractures qui se présentent à nous. Et si l'on va même dans un concept plus moderne, ici vous avez la représentation du concept d'Hertel qui en fait reprend toujours cette même approche de la description de la fracture en 4 fragments avec la tête humérale, le tubercule majeur, le tubercule mineur et, on va dire, le reste de la diaphyse. Et donc, vous voyez toutes ces compositions possibles. Hertel est allé un petit peu plus loin dans la description de la fracture, puisque depuis cette description fracturaire et ce principe Lego, il a déterminé des situations où le risque d'ostéonécrose de la tête humérale était plus important que d'autres. En fait, si l'on se réfère à ces classifications, on a en effet de multiples possibilités. Mais il ne faut pas oublier un élément de base, c'est que, et c'est probablement le principal apport de la classification de NIR, c'est que NIR a décrit les fractures non déplacées, qui sont donc les fractures dites une part, c'est-à-dire des fractures pour lesquelles, malgré le nombre de fragments, il n'y a pas de déplacement des fragments les uns par rapport aux autres. Et donc, ces fractures sont dites non déplacées. Donc, bien évidemment, vous avez un certain nombre de fragments qui sont détachés, qui sont visibles, mais dès l'instant qu'il y a moins de 45 degrés de bascule d'un fragment par rapport à l'autre, ou moins de 1 cm de déplacement d'un fragment par rapport à l'autre, eh bien, cela reste une fracture non déplacée. Et donc, bien évidemment, on peut rediscuter des critères de NIR qui étaient probablement excessifs, en tout cas dans sa description initiale, et un déplacement de 1 cm probablement aujourd'hui doit être réévalué en fonction de l'âge du patient et de son attente fonctionnelle. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le nombre de fragments, eh bien, cela constitue une fracture dite un par, parce que l'ensemble des éléments fractures sont non déplacés de NIR. Et donc, NIR a bien décrit cette entité pathologique avec peu de déplacement des fragments les uns par rapport aux autres, ce qui représente dans son évaluation épidémiologique 85% des patients. C'est-à-dire qu'en fait, 85% des patients ont des fractures multiples, des fractures proximales qui sont multifragmentaires, mais non déplacées. Et bien évidemment, une fracture peu déplacée ou non déplacée peut en tout cas il est discuté de la traiter orthopédiquement. Par rapport donc aux autres fractures qui, dès l'instant qu'elles sont déplacées, constituent donc une part. Et c'est bien là donc la subtilité sémantique de la classification de NIR. Dès qu'il y a un fragment déplacé, c'est un par. Alors évidemment, une fracture un par, c'est-à-dire une fracture non déplacée, quel que soit le nombre de fragments, cet exemple ici que vous pouvez visualiser, eh bien, est traité
on va dire, peut être traitée non chirurgicalement. Il faut rester sur des principes de l'orthopédie classique. Une fracture non déplacée peut être traitée orthopédiquement, fonctionnellement, être suivie, bien sûr, pour déceler un éventuel déplacement secondaire. Mais bien sûr, se pose la question du type d'immobilisation. Donc, classiquement, hein, on immobilise le bras en rotation interne, comme on le voit chez ce patient, mais en imaginant un petit peu les principes mécaniques de l'humérus proximal, vous voyez que si vous mettez le bras en rotation interne et que vous avez plusieurs fragments, il faut imaginer que la diaphyse va tourner en rotation interne, que la tête humérale, si elle est on va dire désengrainée, va elle rester centrée sur la glène. Mais si en plus on a des fractures, une fracture du tubercule majeur, eh bien le tubercule majeur lui va suivre la traction qui est essentiellement celle des rotateurs externes. Et donc en fait, l'immobilisation en rotation interne est à risque d'entraîner soit un déplacement secondaire, soit éventuellement un calvicieux de l'humérus proximal qui pourrait être péjoratif sur la récupération fonctionnelle de nos patients. Donc, il vaut mieux favoriser l'immobilisation dite en rotation neutre. Ça neutralise en fait les forces de déplacement à la fois des tubérosités, la tête humérale restant centrée, et évite le calvicieux en rotation interne de la diaphyse. Alors évidemment, ce n'est pas une immobilisation très sociable, puisqu'il faut imaginer un patient immobilisé comme on le voit ici. Alors pour rien vous cacher, c'est un de nos collègues qui est chirurgien plasticien, qui a été traité de cette manière-là quand j'étais au CHU de Nice et qui a eu un excellent résultat fonctionnel, à qui on a bien expliqué qu'il fallait éviter le déplacement secondaire pour éviter la chirurgie. Et à partir du moment où c'est bien expliqué, les patients le tolèrent, en tout cas l'acceptent plus facilement, en sachant que, et on pourra en parler un peu plus tard, l'humérus proximal a cette qualité de consolider assez rapidement et au bout de 3 semaines, en général, il y a déjà un cal vicieux, il y a déjà un cal fibreux qui permet rapidement d'ôter l'immobilisation et de commencer la mobilisation de l'humérus. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais au-delà de ça, bien sûr, il ne faut pas non plus sous-traiter nos patients. Car en effet, le traitement des calvicieux et notamment des calvicieux de l'humérus proximal très complexes, comme on peut le voir ici, de type 4, en particulier de la classification de Pascal Boileau, sont particulièrement difficiles à récupérer, on va dire. C'est-à-dire que le traitement de ces séquelles fonctionnelles est assez complexe, et en particulier des calvicieux en varus, comme vous l'avez à droite, qui donnent les pires résultats fonctionnels lorsque l'on prend l'option de traiter ce calvicieux par une arthroplastie, ce qui est classique en tout cas, ce qu'il est classique de proposer. Eh bien, ces calvicieux en varus donnent de piètres résultats lorsqu'ils sont traités à distance. Donc, le traitement initial est fondamental et probablement que l'évaluation du chirurgien au départ est fondamentale. Comme le dirait Pierre Mansat, tout se traite au départ, tout se joue au départ. Donc, il faut faire le bon choix et éventuellement la bonne surveillance au départ de ces patients. Alors, on parle beaucoup d'ostéonécrose de la tête humérale et encore une fois, je reviens sur le fait que c'est surtout issu de l'expérience que l'on a sur le fémur. À la différence près que, comme le diraient certains de mes maîtres, on ne marche pas sur ses épaules et sur ses bras. Et donc, indirectement, l'ostéonécrose de la tête humérale est souvent bien tolérée. Elle est souvent bien tolérée et probablement mieux tolérée qu'un calvicieux en soi de l'humérus proximal. Néanmoins, il est certain qu'un certain nombre de critères nous aident à définir ce qui va probablement évoluer vers une ostéonécrose ou ce qui n'évoluera pas vers une ostéonécrose. Et tout est issu des travaux anatomiques de la vascularisation de l'humérus proximal, comme cela a été fait au fémur proximal. Il est certain que lorsqu'on interrompt la vascularisation, notamment de l'arc circonflexe antérieur et postérieur, notamment par la multiplicité des fragments. On est plus à risque de nécrose, grosso modo. Mais il y a un critère qui est plus intéressant, c'est ce critère-là qu'a décrit Hertel, qui montre que, en fait, le calcaire, c'est-à-dire cette partie diaphysaire, ce fragment
de la diaphyse qui reste attachée à la tête humérale lorsque celle-ci est fracturée, comme on le voit sur ce schéma, est une zone d'insertion de la capsule inférieure, qui est une lame porte au vaisseau. Et donc, plus ce fragment est long, plus ce calcaire est grand, moins il y a un risque de nécrose. Et on ira à 8 mm. Donc, si vous avez une fracture comme cela se présente sur ce dessin, une fracture avec un calcaire qui fait plus de 8 mm, eh bien, il y a moins d'inquiétude sur le risque d'ostéonécrose que pour une fracture avec un calcaire qui fait moins de 8 mm, entre 2, 3 ou 4 mm, et parfois il n'y a pas de calcaire du tout. Donc, c'est un élément à prendre en compte parmi tant d'autres, mais il faut imaginer que le nombre de fragments n'est pas le seul élément, l'élément pronostique évoluant d'évaluation de l'ostéonécrose de la tête humérale. Voici à peu près les risques d'ostéonécrose, en tout cas les taux d'ostéonécrose en fonction du nombre de fragments. Ça a été décrit dans les années 2000 par Christian Germer. Donc, entre 12 et 25% lorsque vous avez une fracture 3 parts. La 4 parts impactée en valgus augmente très peu en fait, le risque d'ostéonécrose. Donc, vous voyez que ces fractures 4 parts impactées en valgus sont finalement d'assez bons pronostics. Un quart seulement évolue vers une nécrose, alors que vous avez 4 parts, c'est-à-dire 4 fragments détachés, selon NIR. Mais bien sûr, les 4 parts déplacées, elles, au-delà de en dehors de la situation où on a une impaction en valgus, elles peuvent évoluer de 40 à 60% vers une ostéonécrose de la tête humérale. Il faut donc comprendre la fracture, et pour comprendre la fracture, aujourd'hui, on a des outils qui sont bien plus utiles qu'une radiographie de face et de profil. Et vous avez tous côtoyé les services d'urgence qui réalisent parfois des incidences radiographiques de notre temps, qui sont ni de face ni de profil. Finalement, on s'est tous aujourd'hui appuyés sur les critères que peuvent nous apporter le scanner, et une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, en dehors peut-être des fractures dont à l'évidence il n'existe qu'un trait de fracture au col chirurgical qui pourrait théoriquement se limiter à un bilan radiographique standard de face et de profil, eh bien, doivent faire appel à un scanner, et idéalement un scanner donc reconstruit en 3 dimensions. Alors voilà un exemple de fracture de l'humérus proximal qui paraît être de bien mauvais pronostic, puisque vous avez une fracture luxation de la tête humérale avec une diaphyse qui est en place, en quelque sorte en face de la glène, mais la tête humérale qui est luxée. C'est un patient jeune pour lequel on a tenté une réduction par manœuvre externe. On a été chanceux sur ce coup-là, puisque vous voyez qu'on a réussi à réintégrer la tête humérale. Et en réalité, ce patient a été traité orthopédiquement, et on a un bon critère pour visualiser s'il y a un calvitieux rotatoire, c'est l'axe de la gouttière du biceps. Vous voyez que l'axe de la gouttière du biceps entre le tubercule majeur et le tubercule mineur, et qui se poursuit par la suite sur la diaphyse, eh bien, il permet, puisqu'on a fait un scanner dans ce cas particulier, de visualiser un éventuel calvitieux induit par l'immobilisation en rotation interne, ce qui n'est pas rare. Dans ce cas-là, il était vraiment mineur, et ce patient a été seulement traité par une attelle coude au corps. Mais il faut imaginer qu'éventuellement, si vous avez ce calvitieux qui apparaît, un calvitieux rotatoire, c'est bien complexe à corriger par la suite. Donc, pensez à l'attelle en rotation neutre, comme je l'ai déjà évoqué précédemment dans cette présentation. Alors, comment évaluer l'ostéoporose qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est un ennemi supplémentaire bien plus grave, à mon avis, que l'ostéonécrose. Et l'ostéoporose de l'extrémité supérieure de l'humérus, il y a un certain Tu as un problème de micro. Nicolas? l'ostéoporose de la tête humérale et l'indice de Tingart, validé par l'ostéodensitométrie, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. C'est également quelque chose, cet indice de Tingart, difficile à réaliser peut-être en pratique courante. Ce que je veux dire, c'est aux urgences
aux urgences ou dans un staff, il faudrait le réévaluer, ce que l'on fait aujourd'hui régulièrement, la qualité osseuse sur le scanner. Car effectivement, le scanner donne aujourd'hui, avec la précision des scanners, déjà peut donner une appréciation de la qualité osseuse. On voit très facilement la raréfaction, la raréfaction du spongieux ou d'autres éléments comme la finesse des corticales qui peut donner une évaluation très subjective, somme toute, mais assez fiable aujourd'hui. Bref, l'indice de Tingart, c'est quelque chose de rationnel, c'est probablement quelque chose sur lequel il faudrait s'appuyer plus largement, même si c'est rarement utilisé dans un centre hospitalier universitaire. Et puis le dernier point sur lequel il fallait que l'on discute, c'est bien sûr le principe chirurgical et la stratégie. Donc je reviens toujours sur ce comparatif de l'humérus proximal et du fémur proximal. Et c'est bien ici des principes biomécaniques qui m'ont été décrits, inculqués et appris quand j'étais au CHU de Nice. Mais en effet, on a souvent raisonné pour l'humérus proximal comme on a raisonné pour la hanche, et c'est une erreur. Évidemment, vous voyez qu'on marche sur sa hanche et donc toutes les contraintes sur du fémur proximal vont être verticales, alors que les déplacements et les contraintes sur l'humérus proximal sont horizontales, puisque les tubérosités sont appuyées, sont tractées par en avant le sous-scapulaire qui va médialiser le tubercule mineur et en arrière le tubercule majeur qui lui va être tracté par les rotateurs externes et le supraépineux qui vont avoir la tendance donc horizontalement à le déplacer en arrière et en médial. Donc, les principes de fixation sont différents et les outils que l'on va utiliser vont être également différents. Donc ici, le clou gamma peut marcher, mais peut-être qu'il faut raisonner différemment pour l'humérus proximal. Alors ici, un concept biomécanique particulièrement intéressant, c'est celui qu'a décrit Hertel. Vous voyez qu'Hertel, je le cite régulièrement parce qu'il a été très judicieux dans ses orientations thérapeutiques et sur ses explications à travers la littérature très prolifique qu'il a produite sur l'humérus proximal. Vous voyez qu'il faut imaginer la tête humérale comme cette coquille d'œuf. Cette coquille d'œuf, lorsqu'elle est fracturée, évidemment, elle peut ne plus avoir de soutien. Et en fait, son soutien provient des tubérosités. En quelque sorte, c'est un concept qui est très intéressant pour les fractures impactées en valgus. Et c'est, à mon avis, les plus simples à traiter. Parce qu'en effet, si vous remontez la coquille, si vous basculez la tête humérale, que vous la réduisez, il suffit de mettre en soutien le tubercule majeur et le tubercule mineur dessous, fixer l'une par rapport à l'autre et bien sûr à la diaphyse. Et en fait, vous avez soutenu la tête par un support qui est parfaitement fiable. Donc, ce concept d'Hertel s'applique parfaitement bien aux fractures impactées en valgus, qui sont là encore probablement les plus faciles à traiter et qui sont celles qui peuvent être de meilleurs pronostics en termes de risque de nécrose, car je reviens sur ces chiffres, il y a à peine 26%, ce qui n'est pas négligeable, certes, mais c'est un quart des fractures, alors qu'elles sont 4 parts, impactées en valgus, qui vont évoluer vers l'ostéonécrose de la tête humérale. Et à partir de ces idées-là que l'on peut avoir, de cette approche philosophique, eh bien, vous avez toutes ces options dans la boîte à outils. Vous avez l'ostéosuture, vous avez l'embrochage percutané, vous avez l'embrochage centromédulaire, vous avez également le clou centromédulaire, vous avez la plaque, vous avez l'hémiarthroplastie, vous avez la prothèse totale d'épaule inversée. Tout ceci est à disposition pour traiter les fractures de l'humérus proximal. Donc, il faut, en fonction de cette évaluation préopératoire, s'orienter vers les différents traitements. Je dirais qu'une fracture de l'humérus proximal non déplacée, et je crois qu'il faut réévaluer les critères d'Hertel, quel que soit l'âge du patient, mais il est certain qu'une fracture non déplacée, moins de 5 mm, moins de 20 degrés de bascule, peut être traitée de manière non chirurgicale avec une simple immobilisation, préférentiellement en rotation neutre pour éviter le déplacement secondaire et le calvicieux. Pour les fractures déplacées, mais de part, et je dirais en particulier de part col chirurgical,
eh bien, elles peuvent tout à fait répondre à un système centromédulaire percutané éventuellement, qu'il soit basé sur un enclouage centromédulaire ou un embrochage centromédulaire. D'autres préféreraient une ostéosynthèse par plaque. Enfin, si c'est une deux parts col tubercule majeur ou une deux parts tubercule mineur, eh bien cela répond à une fixation. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de place pour une arthroplastie pour des fractures de parts, quelle que soit la configuration de la deux parts, col chirurgical, tubercule majeur ou tubercule mineur. Enfin, si l'on a une fracture 3 ou 4 parts, donc fracture plus ou moins une fracture pardon 3 ou 4 parts, c'est-à-dire une fracture déplacée, plus ou moins luxée. Eh bien, se pose encore la question pour les patients jeunes de proposer soit une ostéosynthèse, soit une hémiarthroplastie. La place de l'hémiarthroplastie, vous voyez, alors qu'elle était le gold standard des fractures déplacées multifragmentaires de l'humérus proximal, c'est extrêmement limité. Les patients au-delà de 60 ans, cet âge-là n'est pas encore aujourd'hui n'est pas encore particulièrement bien déterminé. Je parle de 60 ans, mais tout dépend de l'état, on va dire, physiologique du patient. Il y a une fracture 3 ou 4 parts déplacée chez un patient de plus de 60 ans peut relever un traitement plutôt vers une prothèse totale d'épaule inversée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais seulement enchaîner sur quelques résultats que l'on a eus dans le service sur des traitements parfois un peu oubliés. Nous avions écrit ce papier avec Pierre Mansart et toute l'équipe sur les fractures sur les ostéosynthèses des fractures 3 ou 4 parts. Alors, souvent j'entends dire ah oui, mais la clinique ou l'hôpital dans lequel je travaille n'a pas le clou à disposition, n'a pas la plaque à disposition. Eh bien, vous voyez ici que l'on peut traiter de manière fiable des fractures multifracturaires de l'humérus proximal et par des embrochages centromédulaires. Alors évidemment, ça relève d'une technique qui est très particulière, qui a été décrite en 1974 par Kapanji et qui est basée sur le principe issu bien sûr des modèles d'ostéosynthèse pédiatrique, sur un embrochage issu du V deltoïdien centromédulaire que l'on ascensionne dans la diaphyse. Donc c'est une technique qui est mini-invasive, qui permet à partir d'un abord court au V deltoïdien, de venir fixer l'extrémité supérieure de l'humérus. Donc on avait inclus, dans cette série que l'on a revue, les fractures uniquement complexes 3 à 4 parts selon NIR, avec un recul minimum de 6 mois, et que l'on a traité de cette manière-là. Donc, vous voyez que la population, c'était 32 patients, et l'âge moyen de 63 ans, avec des extrêmes de 20 à 86 ans. Donc, volontairement, on a inclus tous les âges pour essayer d'évaluer finalement les résultats en fonction de l'âge, car c'est un critère, comme d'autres, mais un critère facile à déterminer. Ces patients, vous voyez, avaient soit des 3 parts, c'était 23 cas, soit des fractures 4 parts, et parmi certaines, dont certaines que vous voyez ici, qui ont des fractures finalement extrêmement déplacées, qui étaient en quelque sorte inquiétantes. Voilà ce qu'il vous faut pour traiter ce type de patient. C'est très simple. À partir de mèches de taille croissante pour perforer la diaphyse humérale jusqu'à un diamètre 6 et des broches centromédulaires. En général, on utilise des broches de diamètre 20 qui sont, il faut qu'elles soient longues et il faut les recouper et les recourber avec, vous voyez, cette double courbure, une courbure proximale et puis une courbure globale que l'on donne à la diaphyse et au reste de la broche. Et puis, bien sûr, un mandrin, enfin une poignée américaine. Alors, on peut utiliser aussi des vis perforées cannulées si l'on veut, additionner, si l'on veut compléter l'ostéosynthèse, notamment des tubérosités, par un vissage direct. Donc, voilà la technique. Patient installé en chair, c'est très simple. Il vous faut bien sûr un ampli de brillance et on va repérer le V deltoïdien. C'est un endroit qui se repère assez facilement parce qu'on le voit sur la scopie. C'est exactement l'endroit où vous avez l'ombre du deltoïde qui se termine et puis qui est souvent caractérisé par un renforcement de la corticale. Donc, il suffit de faire une incision en regard d'environ 4-5 cm et venir à partir d'un contre-coudé que l'on met plutôt vers l'avant et simplement un écarteur de Farabeuf en arrière, puisque vous savez qu'il y a le nerf radial qui n'est pas si loin que ça. On va mécher jusqu'à obtenir un diamètre 6. Et on va venir, vous voyez, monter ces broches. Alors, c'est 3 ou 4 broches. Avec 3 broches dans un trou de diamètre 6, c'est déjà
suffisamment et c'est autostable et on va venir monter ces broches. Alors, deux possibilités, car effectivement, au départ de notre expérience, on l'a utilisé pour des fractures du col chirurgical. Eh bien, vous voyez qu'avec la courbure et en s'appuyant dans la tête humérale, vous pouvez très bien réduire la fracture, comme on le fait en pédiatrie, et stabiliser une fracture du col chirurgical. Mais dans cette série, il y avait des fractures 3 ou 4 parts. Donc, certaines d'entre elles qui ne se réduisaient pas bien, et ce, malgré la technique de correction que l'on mettait dans les broches, on a été obligé de les aborder. Donc, on a ascensionné nos broches et on a fait un abord, vous voyez, en épaulette, on fait supéro-externe, et on est venu corriger la réduction. En corrigeant la réduction, on est parfois amené à compléter par une greffe que l'on peut très facilement aujourd'hui, en évitant de prendre la crête iliaque, que l'on peut faire avec des substituts osseux, parce que dans ces fractures, en particulier les fractures impactées en valgus, il y a toujours un tassement du spongieux qui se fait, ce qui est un gros problème parce que même si vous repositionnez la tubérosité, il y a en quelque sorte un vide sous la tête humérale. Et donc, l'utilisation d'os artificiels peut être intéressante à ce moment-là, comme on pourrait le faire d'ailleurs dans les fracture du calcanéum. Et donc, on vient rajouter ce substitut osseux, fixer la tête avec cet aspect de palmier avec des broches que l'on vient impacter à minima dans l'os sous-chondral, et puis rajouter soit une ostéosuture directe, soit un vissage direct, comme on peut le voir sur ces schémas. Vous voyez donc le résultat obtenu à partir d'une fracture qui était bien inquiétante au départ. Voilà le résultat après l'embrochage centromédulaire. Donc, les patients ont été revus dans cette série et vous voyez que le score de Constant n'était pas si mauvais, 68 points, avec une élévation qui était en moyenne de 132 degrés, une rotation externe à 40 degrés, une rotation interne à L1, des patients qui étaient dans 3/4 d'écart, relativement satisfaits du résultat. Néanmoins, lorsqu'on regarde uniquement le critère de l'élévation antérieure, on voit que le résultat obtenu diminuait avec l'âge. En effet, on a un certain nombre d'écueils avec à peu près à 70 ans. Hein, c'est là où véritablement il y avait une différence significative de récupération d'amplitude articulaire. Moins de 70 ans, les résultats étaient corrects. Moins de 70 ans, il y avait une diminution significative de la récupération de l'élévation antérieure. Et le critère principal de l'âge revient régulièrement dans cette série. Ici, un exemple d'un patient qui a eu, vous voyez, une cinquantaine d'années avec une fracture après un accident de la voie publique, dont on a le résultat chirurgical post-opératoire immédiat. Vous voyez qu'il reste un petit décalage en quelque sorte sur la diaphyse, mais l'épiphyse et en particulier la tubercule majeur et tubercule mineur sont réduits et le résultat à 3 ans obtenu sans ostéonécrose de la tête humérale, un patient qui avait un résultat qui nous a et qui l'a satisfait. En revanche, il y a un certain nombre de complications qui sont survenues, et en particulier sur la stabilité du tubercule majeur. Évidemment, lorsque le tubercule majeur n'était pas bien réduit, on obtenait un résultat qui était clairement inférieur. Donc, au-delà de la diaphyse réduite par rapport à l'épiphyse, à la tête humérale, la tubérosité, le tubercule majeur en particulier, qui, je vous le rappelle, est porteur de deux, en particulier, tendons fondamentaux qui sont rotateurs externes, l'infraépineux et les petits ronds, le tubercule majeur doit avoir une position anatomique. Et c'est le résultat que nous n'avons pas obtenu sur ces radiographies, comme vous le voyez ici, avec clairement une médialisation du tubercule majeur, malgré la greffe qu'on a réalisée, et un abaissement de celui-ci, enfin un résultat qui est non anatomique, était un mauvais résultat. Et ce résultat-là était en particulier obtenu lorsqu'il y avait une bascule en varus de la tête humérale. Donc, les déplacements fracturaires de l'humérus proximal, à mon sens, doivent aussi s'analyser. Un valgus est souvent de meilleurs pronostics sur le plan de la nécrose, mais aussi sur le plan de la technique opératoire lorsqu'on s'oriente vers une ostéosynthèse, qu'un varus qui est souvent très difficile à stabiliser. Quelques, bien sûr, écueils liés à la nécrose, hein, deux cas de nécrose de la tête humérale, un très mauvais résultat, comme vous le voyez à gauche, malgré les ostéosynthèses percutanées surajoutées, avec une nécrose complète à la fois des tubérosités et de la tête humérale, qui a justifié la mise en place de l'arthroplastie inversée dans ce cas particulier, et des ostéolyses de tubercules majeurs que l'on a rencontrées aussi dans quelques situations. Donc, le
l'âge de plus de 70 ans, c'est en tout cas le critère que l'on retient pour ce type d'ostéosynthèse et que l'on réalise encore de temps en temps. C'est une ostéosynthèse, comme l'avait d'abord décrit Kapanji, chez les enfants. Hein, c'est une ostéosynthèse pédiatrique, mais qui peut s'extrapoler à l'adulte jeune, avec une bonne qualité osseuse. Parce que vous voyez qu'on a également eu quelques écueils avec le passage au travers de la tête humérale, des broches qui ont migré dans l'espace sous-acromial. Donc, c'est une ostéosynthèse sur laquelle on peut s'appuyer, en particulier lorsque vous avez des fractures impactées en valgus chez les patients jeunes, même avec peu de matériel, même si vous êtes en remplacement, vous pouvez très bien traiter ce type de patient, hein, ou dans des structures qui n'ont pas, on va dire, sous la main du matériel plus sophistiqué, on va dire, comme les clous ou les plaques. C'est une ostéosynthèse qui peut fonctionner. Alors, quelques mots sur l'ensemble des ostéosynthèses que l'on peut utiliser. Bien sûr, certains utilisent des plaques. Aujourd'hui, il faut être assez clair, dans la littérature, il est très difficile de trouver dans la littérature une supériorité, enfin de trouver en tout cas, à mon sens, hein, la preuve de la supériorité d'une ostéosynthèse sur une autre. Ce que je veux dire, c'est que je crois que si l'on respecte, comme d'habitude, les principes d'une réduction anatomique, en particulier des tubérosités, quel que soit le mode de fixation utilisé, une fixation stable et fiable, a priori, on devrait obtenir un résultat fonctionnel intéressant. Alors, j'ai en tête, et je ne l'ai pas pris en photo, mais je le regrette, une ostéosynthèse qui avait été faite à Londres d'un patient que j'ai suivi à Toulouse et qui avait été faite avec des agrafes. Des agrafes, c'est-à-dire que c'est des agrafes à mémoire de forme. Donc, les tubérosités étaient fixées par des agrafes et les tubérosités entre elles fixées avec des agrafes et fixées également à la diaphyse pour une fracture qui était une fracture 4 parts impactée en valgus. Alors, l'ostéosynthèse était très atypique, quelque chose que j'avais déjà vu. Un patient qui a été bien sûr immobilisé en post-opératoire 3 semaines et pour lequel le résultat a été excellent, quel que soit le mode d'ostéosynthèse, pour autant que la réduction soit stable, en tout cas au minimum stable, on devrait obtenir un résultat fonctionnel correct. En revanche, lorsqu'on choisit comme diraient certains, son mode d'ostéosynthèse, on choisit aussi son type de complications. Et en ce qui concerne les plaques, vous voyez que les complications liées aux plaques sont principalement liées à des plaques qui sont positionnées trop hautes et qui créent un conflit dans l'espace sous-acromial. En fait, la plupart des plaques aujourd'hui que l'on propose, qui sont proposées sur le marché, sont des plaques anatomiques. Donc, il faut essayer de leur faire confiance, mais il faut éviter de les positionner trop hautes. Et en général, quand elles sont trop hautes, déjà, c'est probablement que notre réduction n'est pas anatomique. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on utilise des plaques non anatomiques positionnées trop hautes, ça peut créer un conflit sous-acromial. Et la deuxième écueil des plaques, au-delà du principe d'une plaque qui tire des vis, en général quasiment toutes dans la direction de la tête humérale, et qui vont probablement moins bien fixer, on peut y revenir dessus, le tubercule majeur, c'est qu'on utilise souvent des vis trop longues. Parce qu'en fait, la stabilité des vis de la plaque, on commence à les gagner, on les sent très bien pour ceux qui en ont utilisé à la mèche, on commence à gagner un os correct à la mèche dans l'espace, dans l'os sous-chondral. Or, malheureusement, souvent, ces vis sont trop longues ou si on a une impaction secondaire ou même une ostéonécrose de la tête humérale, on est à risque de créer un deuxième problème, c'est la destruction de l'interligne gléno-humérale par des vis trop longues. Donc, faisons attention lorsqu'on utilise une ostéosynthèse par plaque. Là encore, hein, il faut utiliser des vis, à mon sens, qui ne soient pas excessivement longues. Et j'utilise généralement des vis de 40 mm, ce qui n'est pas très long, pour juste venir en soutien, mais sans essayer de chercher un os de bonne qualité, parce que l'os de bonne qualité, on le trouvera qu'en os sous-chondral, et souvent, on fait soit des perforations, soit c'est une perforation secondaire qui survient dans l'évolution du patient. Pour certains, et cette planche ne m'appartient pas, mais en tout cas cette diapo, la plaque est à risque supplémentaire, on va dire, de dévasculariser l'humérus proximal lorsqu'elles sont positionnées et donc d'accroître le risque d'ostéonécrose. En revanche, il est certain que les ostéosynthèses, en France en particulier, on y reviendra dessus, sont beaucoup orientées vers le clou centromédulaire. Alors il y a, comme diraient certains, clou et clou.
les premiers clous étaient droits, et c'était probablement des clous qui étaient designés, qui était un design, on va dire, le plus adapté. C'est le clou dont je ne me souviens plus le nom, mais FH, qui était donc clou droit. Et puis, d'autres sociétés ont mis sur le marché des clous qui sont angulés, parce qu'en fait, ils sont partis un petit peu des designs de clous du fémur et du tibia, qui sont des clous angulés, en effet, pour prendre l'axe de la diaphyse et éviter, on va dire, la gêne occasionnée par l'acromion. Le problème de ces clous angulés, c'est que, à mon sens en tout cas, ils proposent un point d'entrée souvent qui est beaucoup trop latéral. Et pour un chirurgien de l'épaule qui passe des heures et des heures à réparer des tendons de la coiffe, un clou positionné, dont le point d'entrée est positionné sur l'insertion de la coiffe est un clou qui détruit la coiffe et donc automatiquement est un clou, à mon avis, qui est à risque de mauvais résultats. Donc, c'est vrai que ma tendance personnelle serait d'utiliser des clous droits qui vous imposent de passer pour le positionner non pas sur le tubercule majeur, mais dans la partie cartilagineuse, comme on le voit sur le schéma de la tête humérale. Un clou donc qui prend directement l'axe qui rentre par la projection de la diaphyse dans la tête humérale et qui permet de passer dans la partie musculaire de la coiffe des rotateurs et non pas la partie tendineuse. Alors, quelques idées pour le positionnement d'un clou. Donc, les patients sont assis, plus ou moins assis. Ce que j'ai appris, et c'est finalement pas si vieux, hein, pourtant j'ai réalisé un certain nombre d'ostéosynthèses, mais c'est qu'on est beaucoup plus à l'aise quand on propose un enclouage et même une ostéosynthèse. On aura parfois à faire appel à la scopie lorsque la scopie est positionnée de l'autre côté. Et notamment lorsqu'on fait une ostéosynthèse percutanée, qui est très intéressante, notamment avec les clous, où on n'a pas besoin réellement d'aborder, et on va positionner le clou de manière percutanée. Eh bien, vous avez le contrôle scopique permanent, mais en faisant venir le bras de l'autre côté, du côté opposé. Alors, il faut entamer une discussion un peu au préalable avec l'anesthésiste parce qu'il va être un peu plus gêné, lui, pour avoir un accès à la tête. Mais je peux vous dire que ça a changé beaucoup, ça a beaucoup changé ma vie lorsque j'ai compris ça, parce que vous pouvez faire de la scopie et réduire et synthéser votre humérus de cette manière-là. Donc, on peut réaliser un abord, si vous le souhaitez, en épaulette, qui permet de passer à travers le deltoïde et contrôler votre point d'entrée du clou au travers de la coiffe, qui peut d'ailleurs relever d'une incision dans l'axe des fibres, puis qui peut être refermée, entre guillemets, proprement en fin d'intervention, si c'est une fracture, par exemple, du col chirurgical. Ou alors, qui peut justifier d'abord de réduire les tubérosités, puis de positionner son ostéosynthèse. Alors, c'est sûr que si vous réalisez une ostéosynthèse par clou, ça sera un abord plutôt supérieur. Si vous réalisez une ostéosynthèse par plaque, c'est plutôt un apport deltopectoral. Néanmoins, on peut aussi utiliser un abord supérieur pour une ostéosynthèse par plaque. Il est proposé aujourd'hui des systèmes mini-invasifs qui vous permettent d'éviter le passage du nerf axillaire, hein, qui est à peu près 3 travers de doigts sous le rebord de l'acromion. Voilà ici donc quelques schémas qui vous permettent de vous montrer que l'on réduit la tête humérale. On peut la stabiliser temporairement le temps de positionner le système centromédulaire par une broche. Hein. On positionne la tête humérale réduite, on la stabilise par une broche, puis on va réaliser l'ostéosynthèse. Quelques mots sur les hémiarthroplasties. Les hémiarthroplasties qui ont eu effectivement ce moment de gloire parce que on s'était appuyé sur les résultats de NIR et qui était donc un modèle d'arthroplastie intéressant lorsque l'on avait affaire à des fractures complexes de l'humérus proximal non synthésables. Au sens structurel, au sens anatomique du terme, avec des risques de nécrose majeure. En fait, je crois qu'il faut seulement se dire que l'hémiarthroplastie, ce ne reste rien d'autre qu'une ostéosynthèse des tubérosités autour d'une prothèse. Car l'hémiarthroplastie ne peut fonctionner que grâce au tubercule majeur et au tubercule mineur, mais en particulier le tubercule majeur. Et l'erreur que l'on a faite, c'était de positionner des hémiarthroplasties sans passer du temps
à la réduction et à la stabilisation du tubercule majeur, car une fois que celui-ci est migré ou déplacé ou non consolidé, eh bien, vous avez un mauvais résultat des hémiarthroplasties. Alors, indirectement, en fait, la position de l'hémiarthroplastie, c'est-à-dire de la tête humérale, le choix de sa taille, de son orientation, va automatiquement avoir un recul majeur. Puisqu'évidemment, hein, la prothèse en elle-même va, par son orientation, alors il y a différents modèles de prothèses, aujourd'hui les modèles sont dédiés à la fracture, mais au départ, comme vous le voyez ici, c'était un modèle un peu c'est un modèle adapté, enfin plus ou moins adapté de l'arthroplastie dégénérative. Eh bien, ce tubercule majeur va plus ou moins. Nicolas, on a un petit problème de son. C'est revenu ici. Oui, là, c'est revenu. Voilà. Je vous avais perdu à quel moment? À ce moment-là? Oui, oui, c'est là, oui. C'est bon. C'est bon, tu peux y aller. OK. Donc, la position de tubercule majeur est de toute manière indirectement déterminée par la position de la prothèse. Alors, attendez, parce que j'ai perdu la main. Okay. Je vais repartager mon écran. Voilà. Et puis, donc, la dernière option que je voulais évoquer avec vous, c'est bien sûr l'arthroplastie inversée. Alors, l'arthroplastie inversée qui a eu son moment de gloire pour les prothèses, pour les ruptures massives de coiffe, est aujourd'hui déclinée dans ses indications dans un certain nombre de pathologies de l'épaule. Et bien sûr, là où elle a été rapidement proposée, c'était pour les fractures, et l'expérience française est large dans ce domaine. Vous avez un certain nombre de travaux français qui sont régulièrement cité par là. Quand on a pensé de tubercule majeur et de tubercule mineur, eh bien, on a tout de suite pensé que c'était la solution pour les fractures complexes de l'humérus proximal. Néanmoins, vous connaissez un certain nombre un certain nombre de complications qui sont liées à ces prothèses d'épaule inversées, qui sont bien sûr l'infection. Et on voit que c'est une arthroplastie qui est plus massive. C'est une arthroplastie qui, au départ, avait proposé de réséquer les tubérosités, puisque ce n'était plus le problème. On savait que la prothèse, que le deltoïde allait faire le travail, comme on dit, même si aujourd'hui les concepts sont revenus en arrière. Et on stabilise toujours les tubérosités autour de l'arthroplastie inversée. Et puis ces problèmes d'encoche sur le pilier ou encore d'instabilité, qui sont donc les trois principaux problèmes de cette arthroplastie inversée. Alors, je voudrais revenir sur les travaux de la Softcode qui ont été très prolifiques ces dernières années. Et vous voyez qu'on a revu plus de 800, enfin 900 quasiment patients qui ont été opérés pour une fracture de l'humérus proximal et traités par une arthroplastie inversée. Donc, c'est très conséquent, c'est la plus large série de la littérature. Et vous voyez qu'on a eu, effectivement, on a rencontré ces complications, instabilité, mais le décèlement de l'humérus est arrivé au deuxième rang des complications. Et puis, vous voyez que le reste des complications, et notamment l'infection, est arrivé seulement au quatrième rang, ce qui représente à peu près 12%. 12% de patients qui ont eu une arthroplastie totale d'épaule inversée sur fracture ont eu une complication. Donc, ce n'est pas, c'est certes une arthroplastie qui est une excellente solution pour des fractures simples, mais vous voyez qu'on est loin d'une arthroplastie qui est gadget et qui marche à chaque coup. Donc, il faut garder ces données en tête. Les mauvais pronostics ou les bons pronostics étaient liés au score ASA dans cette série. Bien sûr, le BMI, donc les patients qui étaient en surcharge pondérale sont plus à risque de complications. Et puis, bien sûr, les meilleurs résultats étaient obtenus chez les patients qui n'avaient pas de comorbidité. Enfin, sur le plan technique, il est certain que deux éléments sont ressortis de la série. C'est d'une part
le fait de préserver les tubérosités autour de l'arthroplastie inversée, et en particulier, non pas sur le taux de complication, même si on a une sensation d'avoir une tendance à avoir plus d'instabilité lorsqu'on a réséqué le tubercule majeur en particulier, et plus d'infection lorsqu'on a réséqué le tubercule majeur. Mais surtout, le fait de conserver le tubercule majeur permet non seulement donc d'éviter, mais c'était seulement une tendance significative, ces deux complications, mais permet surtout d'obtenir un meilleur résultat clinique, notamment sur la récupération de l'élévation antérieure et de la rotation externe. Et enfin, les designs de prothèses semblent avoir eu une influence. En fait, je pense que sur l'analyse multivariée que l'on a eu de la difficulté à faire, mais qui pourrait être réalisée sur cette série, c'était surtout le fait que la qualité de la réduction de tubercule majeur était meilleure lorsqu'on avait une tige dédiée à la fracture. Donc là encore, avoir en tête que c'est la réduction de tubercule majeur qui a une influence sur le résultat clinique final de l'arthroplastie inversée. Quelques années avant, on avait déjà évalué les fractures complexes du l'humérus proximal dans le symposium de la Softcode de 2014. Là, vous voyez que la série est plus réduite, mais elle avait pour objectif seulement de voir quelles étaient les tendances. Et on voyait épidémiologiquement que de 2009 à 2011, on avait des prothèses inversées qui étaient déjà bien utilisées, mais que petit à petit, et c'était la tendance évolutive qui s'est confirmée par la suite en 2020, eh bien, l'arthroplastie inversée a bien sûr augmenté en nombre d'indications, le clou a augmenté, les plaques ont un petit peu diminué, mais c'était peu significatif. Mais par contre, l'hémiarthroplastie s'est effondrée. Et on voit bien ici que l'hémiarthroplastie est clairement prise en sandwich entre la prothèse d'épaule inversée que l'on maîtrise mieux, avec notamment en s'appuyant sur ce que l'on a appris de la littérature, conservation de tubérosité, tige adaptée, et les ostéosynthèses qui, elles aussi, ont fait un certain nombre de progrès et qui permettent en fait de compenser, de réduire les indications des myarthroplasies dont les résultats restent encore aujourd'hui relativement instables. Bien sûr, ces indications dans ce symposium étaient variables en fonction de l'âge. Et vous voyez que bien sûr qu'au-delà de 70 ans, apparaissaient déjà les prothèses totales d'épaule inversées, alors qu'en amont, il y avait peu de cas. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir à court terme les résultats. Alors évidemment, le traitement conservateur, lorsqu'il est choisi, donne le meilleur résultat. Pourquoi il est choisi? Parce que l'on a une fracture non déplacée. Donc encore une fois, une fracture non déplacée du numérus proximal, c'est probablement la meilleure chose qui puisse arriver. On propose un traitement conservateur, on surveille l'absence de déplacement secondaire et en général, on a un SSV, c'est-à-dire une évaluation subjective de l'épaule qui est en moyenne à 70%, ce qui est donc excellent pour une fracture qui apparaissait complexe au départ. Donc, il ne faut pas, à mon avis, traiter les fractures non déplacées. D'un point de vue, il ne faut pas les traiter chirurgicalement. Il faut les laisser en traitement conservateur. En revanche, les hémiarthroplasies, vous voyez, avaient de bien mauvais résultats, à la fois sur le résultat fonctionnel subjectif, mais également sur les mobilités en élévation antérieure ou en élévation antérieure, pardon. En ce qui concerne le score de Constant, eh bien là, la vedette, c'est la prothèse totale épaule inversée, en particulier le Constant pondéré, parce qu'effectivement, chez les patients âgés, rapidement, ils ont retrouvé, pour ceux qui n'avaient pas eu de complications, un excellent résultat fonctionnel et qui est tout à fait adapté aux attentes des patients. En ce qui concerne les reprises chirurgicales, vous voyez qu'il n'y avait que 6% pour les prothèses inversées, mais il y a eu quand même 12% de complications. Alors, ce n'est pas la même série, pardon. Et la série de la Softcode rappelle qu'il faut quand même rester encore prudent, mais c'est les plaques qui ont eu un taux de révision le plus important. Alors, les 15% entre parenthèses, c'était lié aux ablations de matériel. Pardon, les 22%, c'est les reprises chirurgicales, les révisions reprises chirurgicales globales, mais il y avait, on va dire, 15% qui étaient non liés à l'ablation systématique du matériel. Ce que je veux dire, c'est que donc il y avait une différence de 7% entre les deux taux qui correspond à 7% d'ablation systématique du matériel qui ont certes justifié une reprise chirurgicale, mais qui étaient considérés peut-être par une révision par excès dans un des centres. Donc il y a quand même 15% de patients qui posent un problème avec les plaques par rapport à 8% avec les clous dans cette série, donc à ne pas négliger. Quels étaient les mauvais pronostics pour les plaques et pour les clous? Bien, personne ne doit être surpris en revoyant cette photo qui montre qu'en effet, les mauvais positionnements de tubercule majeur, que ce soit un déplacement secondaire avec un calvicieux ou encore une migration secondaire, quelle que soit la
technique d'ostéosynthèse donne un mauvais résultat. En ce qui concerne peut-être les clous, la comminution du calcaire, c'est-à-dire cette zone de stabilité de la tête humérale, semblait être un petit peu d'être un mauvais pronostic pour l'utilisation de clous. Donc, lorsque vous avez une comminution du calcaire, il semblerait que les plaques soient peut-être un choix technique plus adapté. En ce qui concerne les hémiarthroplaties, les prothèses inversées, évidemment, pour les hémiarthroplaties, le mauvais positionnement des tubérosités était un mauvais pronostic. Voilà, j'avais conclu un peu trop tôt. Je savais que cette planche avait été un peu plus longue que prévu et je vous remercie désormais pour cette attention finale sur ces dernières slides. Merci. Eh bien, merci pour cette belle communication. Maintenant, tu vas répondre aux questions. Je vous rappelle le principe. Vous cliquez sur le petit micro et comme ça, je sais qui demande la parole et je vous donne la parole. Et nous allons écouter aussi la modération de Pierre Mansat qui peut donner son avis sur chaque question. Moi, je vais lancer une petite question. Tu nous as bien expliqué que le problème était aux tubérosités. Il est logique que le tubercule majeur ascensionne, quel que soit le principe, et il peut gêner dans l'abduction, notamment en rotation interne. Est-ce qu'il y a des interventions d'abaissement du grand trochanter lorsqu'il y a une séquelle avec un calvicieux? Alors, la réponse est non. Enfin, elle est non. Je pense qu'un patient qui est pris en charge assez précocement sur un déplacement secondaire peut, entre guillemets, bénéficier d'une nouvelle réduction et d'une stabilisation. Et c'est ce que j'ai eu à faire, à ma connaissance, déjà 2 fois. C'est pour ça que le suivi des patients est fondamental après une ostéosynthèse, où on a dû réduire et refixer cette tubérosité. Et en revanche, dans le cadre d'un calvicieux avec, on va dire, une fracture à distance et une migration du tubercule majeur, c'est très, très difficile à réaliser. En fait, on a une rétraction des parties molles autour, une rétraction de la coiffe également, qui ne permet pas de remobiliser cette tubérosité et la repositionner. Donc, en effet, tout se joue d'emblée. Et si on a une migration des tubérosités au départ, eh bien, en quelque sorte, la messe est dite. C'est très compliqué de récupérer ce calvicieux. C'est parfois finalement très décourageant parce qu'on peut rencontrer des patients jeunes sur lesquels ce petit fragment a été, on va dire en quelque sorte, négligé au sens peut-être philosophique du terme, mais c'est un fragment fondamental. Et les patients ont un mauvais résultat et la messe est dite. C'est-à-dire qu'une fois que si on arrive au-delà d'un mois, un mois et demi, c'est encore peut-être là, c'est encore récupérable. On peut tenter quelque chose, mais quand on les voit à distance, à 3 mois, 6 mois, c'est très difficile à réduire. Et pour finir sur la stabilisation des tubérosités, parce que j'enchaîne sur quelques éléments techniques que je voulais rajouter, mais la planche aurait été trop longue, il faut penser à certes réaliser une ostéosynthèse directe avec un système par vis. Le clou permet parfois de visser et de stabiliser le tubercule majeur et le clou et de solidariser l'ensemble. Mais il ne faut pas négliger les ostéosutures qui sont un moyen de fixation en passant l'interface os-tendon qui est souvent de très bonne qualité mécanique et qui, à ma connaissance, permet vraiment de limiter les déplacements secondaires des tubérosités. Donc, certes, vous avez des systèmes très complexes avec des plaques avec de multiples vis et des clous avec des vis parfois anatomiques, mais pensez à rajouter une ostéosuture et je me suis Encore un petit problème. mordu les doigts de l'avoir fait. Ouais. En pensant que, oui, je disais que donc pensez aux ostéosutures en complémentaire. Pour ceux qui aiment les contrepèteries, tu as une panne de micro. Je ne vois pas encore des personnes qui veulent poser des questions. Pierre Mansat, tu as des remarques à faire? Oui, je te remercie Nicolas pour cette planche. Je suis d'accord avec toi que dans la prise en charge, et tu l'as bien déroulé, le bilan est bien sûr important, le bilan de la fracture, mais aussi le bilan du patient. Comme dit souvent Laurent Humbert, il y a un patient autour de la fracture. Et je crois que c'est un élément important. La classification de NIR, elle a été critiquée parce que pas toujours reproductible sur les clichés qu'on peut avoir aux urgences. C'est pour ça que je pense que dès que la fracture est articulaire, le scanner est obligatoire. On ne peut pas prendre une décision sur de mauvais clichés. Le scanner avec éventuellement reconstruction 3D est un élément important pour définir la fracture. Après, le patient, c'est vrai qu'on
On l'aborde pas toujours, on prend en compte l'âge, on n'aborde pas toujours le caractère ostéoporotique ou pas. Et quand on regarde finalement la littérature, notamment anglo-saxonne, enfin, ou anglaise plus particulièrement, voire scandinave, il y a plusieurs papiers comparatifs, prospectifs, traitement chirurgical versus traitement non chirurgical des fractures, 3 ou 4, voire 4 fragments déplacés chez le sujet âgé, qui montrent soit des résultats identiques, soit en tout cas un score fonctionnel avec le résultat non chirurgical qui est favorable. Donc la question, c'est finalement pourquoi opérer ces patients avec une fracture déplacée? Quel est l'objectif? Alors, en fait, je pense, Pierre, que c'est… Patient âgé. Oui, oui, bien sûr. Ben, je pense que d'abord, sur le papier dont tu parles, qui a été décortiqué plusieurs fois, parce qu'il a fait mal, entre guillemets, à l'idée de pouvoir opérer des patients âgés présentant une fracture de l'humérus proximal. Bon, ce papier, il a été décortiqué plusieurs fois, et c'est vrai que bon, il n'est pas totalement indemne de critiques, hein, parce qu'il a été formulé de manière particulière avec des centres notamment qui avaient peu d'expérience parfois dans le traitement chirurgical. Ce qui, moins d'expérience égale potentiellement plus de complications ou techniques ou de prise en charge. Mais je pense que aujourd'hui, la fracture de l'humérus proximal est malheureusement de temps en temps un élément qui va projeter le patient dans une perte d'autonomie. Et donc, je crois qu'il faut aussi prendre comme on a pu le faire dans les fractures du fémur proximal, considérer que l'autonomie du patient est un élément fondamental, notamment de maintien à domicile, qui peut donc être orienté vers un choix thérapeutique. Bien sûr, la dominance du côté peut être un élément déterminant aussi, mais je reviens sur ce que tu disais, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec toi, et ça nous arrive régulièrement de voir des scanners ou des dossiers au staff le matin et de dire il faut aller voir le patient, c'est-à-dire qu'il faut voir un petit peu comment il se présente en quelque sorte. C'est vrai que pour t'interrompre, pour le col du fémur, on prend la classification là, en 4 stades d'autonomie. On dit le patient, il est stade Parker 1, 2, 3, 4. C'est vrai qu'on ne l'utilise jamais pour l'épaule, et c'est vrai qu'on n'a pas de notion d'autonomie du patient au moment où il a sa fracture. Est-ce qu'il était autonome ou pas? Et c'est vrai que voilà, on ne le prend pas en compte. Voilà, donc je crois que c'est des éléments… On pourrait le rajouter peut-être à notre évaluation. Oui, oui, absolument. Ouais, je crois, ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut les voir, hein, parce que la chirurgie, vous voyez, on l'a vu sur les fractures complexes, notamment par prothèse inversée, il y a des complications. Et c'est vrai que peut-être qu'un patient qui n'est pas capable, en tout cas, qui est à un risque de complications initiales, peut-être qu'il faut se reposer la question de mettre une arthroplastie inversée. Après, Foruria, Antonio, là, à Madrid, avait fait une étude pour montrer que certains déplacements étaient plus tolérables que d'autres. C'est-à-dire qu'il a affiné les déplacements, je dirais, des fractures, et il a montré en effet que certaines pouvaient tolérer le traitement orthopédique et d'autres pas du tout. Le valgus était mal toléré, le déplacement, je crois, postéromédial de la fracture était mal toléré, et le déplacement du tubercule majeur était mal toléré. Donc en fait, tous les déplacements ne se ressemblent pas. Certains peuvent tolérer un traitement orthopédique et d'autres pas du tout. Allez poser des questions, là, c'est le moment. Dis-moi, demain, pour une raison extraordinaire, je suis obligé de reprendre des urgences. Je reçois une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus non déplacée. Quel type de coussin tu me conseilles pour le mettre en rotation neutre? Est-ce qu'on en a aux urgences? Est-ce qu'il faut faire une ordonnance au patient? Alors, en fait, il faut… Oui, on en a la réponse est oui, il y en a aux urgences. Oui, on les a aussi dans le service. En revanche, si on doit prescrire quelque chose à l'extérieur, c'est des attelles qui s'appellent DonJoy ER pour External Rotation. Il y a 2 angles, il y a 15 ou 30 degrés. Donc, en général, le 15 degrés devrait suffire. Et ce sont celles qu'on a aux urgences ou alors c'est un modèle mieux qu'on peut… Non, en fait, le problème de ce modèle-là, c'est qu'il est cher.
il est mal couvert et les patients que l'on a à traiter parfois ont de la difficulté à se les payer, c'est clairement ça. Donc en fait, on en a fait faire par un prestataire ici et qui nous les fait, on va dire, c'est des copies qui sont bien moins chères et qui nous permettent de les avoir en stock et à la fois aux urgences et dans le service. D'accord. Mais c'est le même principe. Des questions? Avec le progrès des techniques, comme tu l'as dit, quand on les maîtrise, en tout cas des clous et des plaques, voire du centromédulaire mixte, type broche vis, y a-t-il encore une place pour les myarthroplasties? C'est-à-dire qu'on peut pousser l'ostéosynthèse plus qu'on ne le faisait avant. Tout à fait. Et de l'autre côté, on va mettre une inversée quand vraiment on ne peut pas ostéosynthéser. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que d'ailleurs, les chiffres le montraient, hein, mais nous, dans le service, Pierre, je crois qu'on en a fait une l'année dernière. Ouais. La situation, je crois, la plus critique ce serait un patient victime d'un accident de la voie publique à haute énergie avec une fracture luxation où la tête humérale vraiment reste dans la main du chirurgien, en quelque sorte. Il est en train de réduire et là, elle est complètement détachée. Je n'ai jamais eu encore l'idée de la repositionner, de fixer autour, mais peut-être qu'il faudrait le faire et la stabiliser de cette manière-là. Et puis, bien sûr, attendre la nécrose, mais avec au moins un calvicieux de type 1 ou de type 2, en tout cas modéré, dont on pourra prendre en charge secondairement si nécessaire, que l'on pourra en prendre en charge facilement si nécessaire plus tard. Sinon, effectivement, c'est très peu de cas. C'est très peu de cas. Oui, parce que la clé, comme tu l'as dit, de l'ostéosynthèse, en tout cas, c'est de redonner une anatomie, repositionner le tubercule majeur, redonner l'anatomie. Et en effet, s'il y a nécrose, on sera dans une situation qui sera tout à fait prothésable, si j'ose dire, ou un calvicieux tout à fait acceptable pour mettre une prothèse dans de meilleures conditions qu'en urgence. J'ai justement une question sur ce sujet. En tant que néophyte, je comprends très bien que si je pose une plaque, je vais pouvoir m'appliquer à repositionner les tubérosités d'une manière ou d'une autre. Mais comment on fait en percutané quand on met un clou ou qu'on fait un Kapandji? Comment on fait pour reposer les tubérosités et les stabiliser en place? En effet, si vous voulez, il faut absolument pas négliger cette tubérosité, ça on l'a tous compris, mais surtout la réduction parfois peut justifier de faire un abord chirurgical pour, comme n'importe quelle ostéosynthèse, réduire et fixer, quel que soit le mode d'ostéosynthèse utilisé, que ce soit des embrochages centromédulaires, que ce soit des clous, que ce soit des plaques. Donc, je dirais que le clou percutané, pour moi, a trouvé vraiment son épanouissement, si je peux parler comme ça, dans les fractures du col chirurgical déplacé. Donc, c'est les fractures de part, où là, je crois que c'est le domaine rêvé. C'est-à-dire qu'on arrive par manœuvre externe à réduire la diaphyse sous la tête, et à faire rentrer ce système centromédulaire qui va solidariser les deux et qui, puis en plus, avec les systèmes ancillaires actuels, permet d'éviter la malrotation de la diaphyse par rapport à la tête, puisqu'on a des petits viseurs qui nous permettent d'éviter cet écueil-là. Et je crois que le domaine rêvé du clou percutané, ou peut-être d'une embrochage percutané, c'est le col chirurgical. Pour le reste, soit la fracture est strictement non déplacée sur le tubercule majeur, et alors finalement c'est l'équivalent de 3 fragments mais 2 parts, parce que c'est seulement le col chirurgical qui est déplacé, et alors quel cas on peut faire éventuellement un vissage percutané, mais c'est une fracture non déplacée, mais dès l'instant qu'elle est déplacée il faut la réduire, donc il faut faire un abord chirurgical complet. Par une voie antérieure ou on peut faire une transdeltoïdienne latérale comme c'est décrit? Alors, l'avantage de la voie latérale transdeltoïdienne, c'est justement cette facilité que l'on a à récupérer le tubercule majeur en arrière, puisqu'il part toujours en arrière. Et donc, on a une belle vue, entre guillemets, une belle vision de ce tubercule majeur et une réduction qui est aisée. Par rapport à la voie deltopectorale, où là, il est justement en arrière, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a la tête devant, et donc il faut aller le chercher derrière et le ramener. Donc, c'est vrai que la voie supérieure, en tout cas, ce qui me concerne, si je peux la privilégier, j'essaie de la privilégier, de faire parce que c'est là où on a la meilleure maîtrise de la réduction du tubercule majeur. Il ne faut sans doute pas aller trop bas, sinon il y a un risque pour le cerveau. Voilà, il y a toujours le problème du nerf axillaire, ce qui fait que c'est une voie qui est limitante. D'accord. Allez, vous êtes bien timides tous là, je ne vous vois pas poser des questions. Vous êtes tous endormis? Pas d'autres questions?
On s'arrête là alors? Donc, je vous rappelle, la fois d'après, il n'y aura pas lundi prochain, c'est un jour férié. Et le lundi d'après, il y aura une conférence sur les métastases osseuses que fera Paul Bonnevielle. On vous dit au revoir à tous et merci encore pour cette conférence. Et je vous rappelle qu'elle est enregistrée et que dès ce soir, elle sera en ligne et pourra être vue par tous ceux qui ne sont pas venus, notamment du service, notamment ceux qui font du membre inférieur et qui pensent que tout ce qui touche le membre supérieur n'a pas besoin d'être vu, ce qui est une énorme erreur, notamment pour l'examen et encore plus pour soigner des malades en urgence. Sur cette petite leçon, nous allons nous arrêter là. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Pierre.